Alors, ça fait longtemps que je vous avais pas parlé d'HP, et là, on va parler d'un serveur qui est un petit serveur, hein. C'est pas les gros serveurs qu'on vous a déjà montré quelques fois sur notre chaîne. Là, c'est même son nom d'ailleurs, hein. Son nom, c'est microserveur. Donc, c'est un microserveur de Gen 11, et c'est pour un petit client qui avait un besoin d'un serveur HP. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir l'assurance d'avoir un serveur qui tienne la route, qui soit performant, qui soit de qualité. Il voulait donc un serveur HP. Et c'est précisément le serveur qu'on va vous présenter dans cette petite vidéo. Elle va pas être très longue, mais vous allez comprendre, micro-serveur, micro-vidéo. Allez, je vous en dis plus après le jingle. Voilà, donc le carton tient sur la table et sans difficulté, c'est donc déjà un signe qu'il est effectivement assez petit, ce serveur. Je vous donnerai les dimensions tout à l'heure, mais sachez que déjà ce serveur va pouvoir même se mettre sur un mur, c'est-à-dire vous allez pouvoir le fixer au mur ou sur une baie, dans une baie, sur une table, bref, vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez, étant donné qu'il n'est pas très gros et il n'est pas très lourd non plus. Alors il en existe différentes versions. Là, la version que je vous propose de vous déballer, c'est une version avec un CPU Xeon qui doit être le 2414 si ma mémoire est bonne. Donc c'est pareil, c'est un petit processeur avec 4 cœurs. Bon, pour une petite équipe, vous voyez, de 10-15 personnes, vous êtes tranquille. Après, ça va dépendre de ce que vous lui demandez. Là, ça va être un petit contrôleur de domaine, local, relié au cloud de Microsoft, avec un Windows 2025. Vous voyez, quelque chose d'assez classique aujourd'hui. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous ouvrir le carton, je vais vous ouvrir également le châssis, et puis comme ça, on va pouvoir voir ensemble les différentes intégrations que nous allons pouvoir faire à l'intérieur. Donc, si vous avez besoin d'un petit serveur pas très cher, parce que c'est quand même un petit peu le point de départ de la réflexion du client, c'est que ce serveur n'est pas très cher. Vous voyez, celui-ci doit être aux alentours de 1400 €, quelque chose comme ça, 1400, 1500 € hors taxe. Donc, on est vraiment sur un prix très abordable chez HP. Et puis après, bien évidemment, vous ajoutez des disques, vous ajoutez de la mémoire, vous ajoutez du service, et puis là, petit à petit, la note peut grimper un petit peu. Mais vous avez l'assurance et la qualité HP, la maintenance au niveau hardware HP. Donc, c'est vrai que si vous êtes intéressé par avoir un suivi matériel impeccable, avec HP, on est rarement déçu, il faut reconnaître. Alors, je vais vous l'ouvrir. On l'a reçu ce matin, hein, donc il est tout neuf, vous voyez, il est même encore totalement scotché. Donc le cutter légendaire, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas dit celle-là, hein. Le cutter légendaire pour aller ouvrir ensemble ce carton, et puis on va faire un tout petit peu d'intégration. J'ai bien dit un tout petit peu. J'ai juste 2 disques SATA, hein, des disques SATA à mettre, des disques durs SATA, j'y arrive, à mettre à l'intérieur. Ce sont donc des disques de 4 Tera qui vont être en RAID 1, et puis on a une petite carte ILO. Alors là, la carte ILO, je vous la laisse pour la fin de la vidéo, comme ça vous êtes avec moi jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même un truc qui est sympatoche avec cette carte ILO, qui est assez inattendu, hein. J'en dis pas plus pour l'instant, mais restez avec moi. C'est étonnant, parfois, ce que nous fait HP, et là, vous allez voir que c'est plutôt sympa. Alors, donc, regardez donc, le serveur tient juste de ce côté du carton. Normalement, vous le voyez juste au-dessus. On voit bien déjà que c'est pas très grand. Alors, on va déjà faire un petit peu de place à gauche, et là, on a 2 câbles d'alimentation. 2 câbles d'alimentation, un norme européenne, on va dire, un norme anglaise. Ce câble-là, on va pas s'en servir. Nous, on va se servir de celui-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur? On a une alimentation. Parce que là, c'est le truc un petit peu particulier par rapport à cette gamme de serveurs, c'est que c'est une alimentation plate. Comme vous le voyez ici, on pourrait presque croire une alimentation, vous voyez, d'un notebook de chez HP. En termes de puissance, nous sommes à 180 watts, très plutôt un ZBook qu'un notebook. Bon, voilà, là, c'est une alimentation externe. Ça aura l'avantage d'être vite changé si besoin était. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a des pieds en mousse, là, qui peuvent manifestement se fixer, j'imagine, pour le dessous du serveur, pour que ça fasse pas trop de bruit. Différentes petites notices. Et puis, différents documents d'avertissement, vous savez, tout ce qui est normes, etc. Je vous sors tout de suite le serveur. Donc, petite mousse vient avec moi. Voilà, je vous enlève le carton et on se retrouve. Regardez donc un petit peu comme il est sympathique. Il est vraiment très petit, hein, comme vous pouvez le voir. On croirait presque une Bimo.
Pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne, vous savez de quoi je vous parle? Je vous parle des sauvegardes françaises que nous, on vend beaucoup auprès de nos clients. D'ailleurs, ce client a acheté une solution de sauvegarde BIMO to BIMO. Et bien là, c'est le même type de format de serveur, bon, sauf que les BIMO sont un peu plus étroites et un petit peu plus hautes, parce que en termes de conception, c'est légèrement différent. Avant de vous le montrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, parce que justement, il va falloir intégrer les disques à l'intérieur. On va ouvrir le boîtier pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur, et puis je vais vous donner différentes informations sur qu'est-ce qu'on peut obtenir ou attendre comme performance avec ce petit serveur. Déjà, sachez qu'on va jusqu'aux séries 6300 en Xeon. Là, c'est un 2400, même donc un 2414, hein, si je vous dis pas de sottises. Je vous dirai ça juste après. Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 128 Go de mémoire en DDR5. Donc voilà, 128 Go de mémoire, on va dire que c'est raisonnable par rapport à un usage, comme je vous l'ai dit, hein, d'une petite équipe de 10-15 personnes. Après, ça va dépendre bien évidemment de l'usage que vous aurez de ce serveur dans votre entreprise. 128 Go de mémoire pour un serveur, c'est largement suffisant quand on a un usage, on va dire, classique. Vous avez, et ça c'est un truc bien dans ce petit serveur, vous avez deux emplacements qui sont en PCIe 5.0, donc la dernière génération des slots PCI. J'imagine que c'est en X16 ou X8. Bon, en tout cas, vous avez la possibilité dedans de rajouter, par exemple, une carte réseau en 10 gigabits, pourquoi pas, ou en 25 gigabits. Vous pouvez rajouter des cartes graphiques, vous allez pouvoir rajouter du stockage, bon, bref, vous avez compris, vous allez pouvoir exploiter comme vous le souhaitez, eh bien, ces deux emplacements PCIe. Vous avez la possibilité de rajouter une option ILO. J'imagine bien que si vous connaissez bien HP, vous le savez, sa mission de base, c'est de nous permettre à nous, aux clients, aux prestataires, bon là en l'occurrence c'est nous qui allons l'utiliser, eh bien de prendre la main sur le serveur à distance. Et ce, même si le serveur était à l'arrêt. Faut-il qu'il soit alimenté, bien évidemment, et que le réseau, Internet, etc. fonctionne pour qu'on puisse prendre la main. Mais grâce à cette carte ILO, eh bien on va pouvoir prendre la main sur le serveur à distance et puis faire des opérations de maintenance, le réinstaller, le dépanner, le mettre à jour, bref, tout un tas d'opérations dites de maintenance. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur cette option ILO, un truc assez sympathique, mais je vous le garde au moment où on va l'intégrer, cette carte. Alors, sachez que c'est la génération 6 d'ILO, donc là aussi, la dernière génération. De toute façon, hein, c'est un Gen 11, hein, vous l'avez vu ici. Donc c'est forcément la dernière génération de ILO, en tout cas celle qu'on a dans la Gen 11. La mémoire, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est de la UDIMM DDR5 en 4400 MT. On peut donc prendre des modules de 16, de 32 et aller jusqu'à 128 Go de mémoire. Donc c'est plutôt cool. Et puis ce serveur est silencieux. Je vous le mettrai en route en toute fin de vidéo. On vous fera un petit ajout comme ça, parce que nous après il va partir en installation. Et alors, on va pas vous montrer l'installation, hein, parce que c'est pas vraiment l'objectif là de cette vidéo. L'objectif, c'est juste de vous le montrer, de vous en parler un petit peu, mais on va pas vous montrer une installation de Windows. Par contre, on vous le fera écouter un peu. Voilà, on se taira, on mettra un micro à côté pour voir si effectivement il est silencieux. Bon, si HP le dit, c'est qu'il doit l'être. Il intègre une puce TPM 2.0, vous savez, pour le chiffrement. Le reste, on va le découvrir en même temps que je vais vous montrer donc l'intérieur. Voilà. Alors, cet intérieur, je vais vous le montrer tout de suite, et puis après on passera à la connectique, et en fin de vidéo, on passera à l'intégration de ces deux disques, puis de cette carte ILO avec, eh bien, le petit truc sympa qu'il y a sur la carte ILO. Alors, pour l'ouvrir, on va faire attention à la façade. Vous voyez, c'est juste les deux, ici, là, les deux, hop, putain, ils sont bien serrés, c'est juste les deux, mais ils sont super bien serrés. Alors, je reviens, je suis allé chercher un tournevis, parce que figurez-vous que je n'ai pas trouvé de tournevis adéquat, on va dire, dans la boîte. Généralement, il y a normalement un petit outil qui sert justement à dévisser, vous voyez, les vis que vous avez, hop là, juste ici. Alors, elles sont molletées, donc normalement, à la main, ça doit pouvoir se dévisser, sauf que là, elles étaient vraiment très très serrées. Et je vous assure que pour aller les dévisser, il fallait un peu se bouffer les doigts. Donc, bon, je suis allé chercher un tournevis, sauf que là, comme vous pouvez le voir, l'empreinte qui est dedans n'est pas vraiment un tournevis plat. Bon, bref, on y arrive quand même. Je vous le dévisse comme ceci. Voilà. Et
la deuxième. Donc une fois que les deux vis à l'arrière sont totalement desserrées, hop, on peut enlever le couvercle qu'on va mettre par ici. Là maintenant, il va falloir retourner l'appareil comme ceci. Là, il y a de ce côté-là, vous voyez, là, clac, deux petites tirettes en plastique, ici et ici la deuxième. Une fois que la façade est déverrouillée, hop, vous allez pouvoir l'enlever. Et il va falloir dévisser, alors, d'une part, celle-ci, enfin il y en a 4, hein, quoi qu'il en soit, voilà, donc je vous les dévisse vite fait. Et la quatrième sur le côté. Et donc, maintenant, nous allons accéder à la carte mère. Regardez un petit peu, j'espère que vous voyez bien là-haut, comme c'est propre. Donc ça, c'est quand même tout l'avantage d'acheter HP. C'est soigné, vous voyez, là, on a un système, alors je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais je pense que oui. Vous voyez, vers le ventilo qui est en bas, là, vous avez un caloduc là qui vient se faire refroidir les narines par le ventilateur qui est juste ici, avec le processeur qui est là, les 4 banques mémoire. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 2 slots PCI 5.0. Je vous ai dit peut-être que les deux seraient en X16. Il y en a un en X16 que vous voyez ici et l'autre qui est en X8. Ceci dit, c'est quand même largement suffisant. Ici, vous pouvez mettre une bonne carte graphique. Là, vous pouvez mettre un bon disque SSD, vous voyez, même un U2 ou un U3 et bénéficier des 64 Go de bande passante. Bon, vous êtes tranquille. Bon, voilà, là, il y a 2 ports USB en façade, mais qu'on va voir tout à l'heure. Différentes pièces que vous pouvez voir ici, ou composants électroniques. Ici, alors, je ne vous l'ai pas montré, mais hop là, vous avez les 4 emplacements SATA des disques que vous allez pouvoir insérer. Donc là, nous, dans notre cas, ce sont des disques durs, mais vous pourriez mettre des disques SSD en lieu et place. Alors, ils ne sont pas extractibles à chaud, hein. Ce sont des cold spares, donc ils se mettent à froid. Mais bon, voilà, c'est un prix qui est tellement raisonnable, hein, ce petit micro-serveur, que bon, voilà, il y a forcément quelques concessions, c'est pas du hot swap, vous le ferez machine éteinte, mais vous pouvez les changer, ceci dit très facilement. Là, je vais pas refermer tout de suite parce que je vais avoir besoin d'intégrer quelque chose à l'intérieur. Vous voyez, là, vous avez les 2 petites languettes qui vous permettent, enfin les 4 languettes qui vous permettent de libérer les disques. Bon, bah c'est pas non plus terrible, hein. Vous dévissez les 2 vis, vous enlevez le capot, vous enlevez le bezel, et puis bah vous enlevez ou vous remettez des disques. Voilà, c'est pas si terrible. Avant d'intégrer les disques et puis la carte ILO dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va faire le tour des connectiques qu'on a juste là. Donc je vous fais un petit peu de place, et puis on se retrouve sur l'autre caméra. Voilà, donc on se retrouve face cam avec la caméra qui est juste en face, vous voyez, du Proliant micro-serveur Gen 11. On retrouve donc les 4 emplacements ici pour les disques. Les USB que vous voyez en face avant, ce sont des USB 3.2 Gen 1, donc ce sont des 10 gigabits. Donc là, vous allez pouvoir brancher par exemple un disque dur externe ou un disque SSD externe, pour être plus précis. Je vous fais le tour du propriétaire, mais cette fois-ci de l'autre côté du serveur. Ici, vous voyez donc l'arrière du serveur. Les 4 ports USB type A que vous avez à l'arrière, ce sont des USB 3.2 Gen 1. Donc là, ce sera du 5 gigabits. Bon, bah, vous pourrez brancher, je ne sais pas moi, une imprimante pour la partager en réseau, ou par exemple aussi un onduleur qui serait géré par le biais de son port USB, ou alors clavier, souris, hein, tout simplement, pour aller piloter ce serveur. Alors, tout autour, et ça, je le sais parce que c'est le petit truc moins bien, vous voyez, dont je vais vous parler maintenant. On a 4 ports Ethernet. Ce sont 4 ports Ethernet en 1 gigabit. Alors, ok, c'est un serveur qui n'est pas très cher. Je suis bien d'accord, c'est pas maintenant que je vous l'ai annoncé en début de vidéo que je vais vous dire l'inverse. Mais quand même, 4 ports Ethernet en 1 gigabit. HP, mettez-nous au moins du 2,5 gigabit. Bon, heureusement, là, de ce côté-ci, vous pouvez mettre donc des cartes. Et là, vous allez pouvoir mettre des cartes en 10 gigabits ou en 25 gigabits ou en 100 ou en 50 gigabits, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez pouvoir mettre d'autres types de cartes ici, que ça soit en SFP, en SFP+, en SFP28 ou ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais en tout cas, en 1 gigabit, c'est vrai que c'est un petit peu ric-rac. Bon, pour ce client-là, peut-être pas, même certainement que non.
mais c'est quand même dommage de ne pas avoir une petite carte, au moins une sur les 4, qui soit en 2,5 gigabits seconde. Bon, bah c'est comme ça. Ici, le bon vieux port SVGA, qu'on a depuis des lustres sur nos serveurs, eh bien vous l'avez toujours, avec en plus un DisplayPort juste à côté, qui va vous servir à brancher un écran un peu plus moderne qu'un SVGA, parce que à force de garder ce type de connectique, le problème c'est qu'on n'aura plus rien à mettre dessus, parce que les écrans SVGA, ça disparaît quand même aujourd'hui. Bon, n'ayez crainte, vous avez le DisplayPort ici. Juste ici, vous avez la petite LED UID, vous savez, cette LED là que vous faites clignoter à distance pour repérer le serveur, le bon serveur dans un amas de serveurs. Vous faites clignoter cette petite LED bleue et comme ça vous pouvez repérer le serveur. Bon, là on va être raisonnable, je pense que c'est plus pour dire au client, bah voyez, je vous parle de cette pièce là, ça c'est votre serveur, et puis vous faites clignoter la petite LED bleue. Pas certain qu'elle clignotera souvent celle-là, mais en tout cas elle est là. Juste en haut, vous avez le petit logement pour accueillir l'option, l'extension, donc ILO, c'est-à-dire une interface Ethernet supplémentaire pour brancher ici, eh bien, le câble d'administration du serveur. Vous avez juste ici, eh bien, l'emplacement pour mettre un port série, et oui, encore, pas certain qu'il en voit beaucoup, celui-ci, mais même d'une façon générale, tous les micro-serveurs Gen 11, je suis pas sûr qu'on mette des ports série tout de suite, mais peut-être que pour des industriels qui s'en serviraient vraiment pour aller faire, je sais pas, de la domotique ou sur une chaîne de robots, des choses comme ça, ils auront peut-être besoin d'un DB9, vous voyez, juste là, ils pourront le mettre et tout le monde sera content. Sinon, c'est tout. Alors, c'est tout, à part la lime là que vous allez brancher ici, vous voyez, juste là. Donc, on passe le câble dans ce trou là, et puis hop là, on le met ici, et puis voilà, ça ne sortira pas parce que ça va plus ou moins retenir le câble. Et là, c'est la petite plaque qu'on va pouvoir dévisser pour aller insérer les cartes, donc en PCI Express, juste ici. Voilà, rien de plus à vous dire de ce côté-ci. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à l'intégration des deux disques. Ça va aller très très vite parce que vous voyez, on va les insérer et c'est fini. Et puis, on va passer à l'intégration de la carte ILO avec la petite surprise avec laquelle je vous tiens depuis tout à l'heure. Bon, alors ne vous attendez pas non plus à un truc monstrueux, mais quand même, c'est quand même pas mal. Je vous l'avoue, alors ça c'est une option qui est venue d'ailleurs avec la génération 10, il me semble, la 10 version 2, ou je sais plus comment on l'appelait à l'époque, mais en tout cas la deuxième version de Gen 10, on avait déjà ce genre de petite option, donc là si vous la connaissez, vous me voyez venir. Et avec la Gen 11, on l'a eu partout, je crois, me semble-t-il, dans toute la gamme des serveurs HP, qu'elle soit au format rack ou tour, on avait cette petite option qui a été intégrée. Alors le premier disque, je l'ai déjà ouvert, hop, on l'insère le plus simplement du monde. Hop, donc on enlève ces deux-là. Crac. Et puis, on va insérer le disque à l'intérieur. Alors, donc, pour mettre un disque à l'intérieur, il n'y a pas 36 solutions. Il faut récupérer juste ici, j'espère que vous les voyez bien, les petits embouts qui sont là, qu'on va venir visser en fait de part et d'autre du disque, et puis ça va permettre de le bloquer à l'intérieur. Voilà, donc une fois que les 4 vis sont mises, eh bien on insère le tout à l'intérieur, en sachant que l'emplacement numéro 1 est en haut, juste là, et ça va aller se clipper tranquillement au fond. Hop, voilà, il est clippé, donc il ne bougera pas, il est correctement tenu. Bon, voilà. Moi, je suis pas super fan de ce genre de système, je vous l'avoue. Je préfère largement des berceaux. Je sais pas si je vais pas même le dévisser un petit peu, histoire qu'il tienne sous contrainte. Alors après, le truc, c'est que ça va vibrer un peu. Alors on va voir. On va voir ce qu'on fait avec ça. Si on arrive à le faire tenir un peu mieux. Bon, ça tiendra pas mieux. Donc, allez, on revisse à fond, parce que bon, avoir des vis qui soient pas bien vissées, c'est pas top non plus. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir un berceau. Mais bon, on est dans un format de serveur où, voilà, c'est un peu à l'économique. Voilà, donc maintenant que les deux disques sont à l'intérieur, ce que je vous propose, c'est qu'on aille fixer la carte ILO. Alors, je vous ai tenu jusqu'à maintenant. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Cette carte ILO, je l'ai ouverte avant pour regarder un petit peu comment elle pouvait se monter, pour tout vous dire. Vous allez voir que c'est plutôt sympa, parce que je vous ai montré, il y a 4 emplacements disques.
Ces 4 emplacements disques, au choix, peuvent être utilisés pour, par exemple, faire la partie stockage data, la partie stockage de données utilisateurs, ou comme nous, dans une formule un petit peu économique, vous allez utiliser ces 2 disques, on va pouvoir monter en RAID, donc il y a un système de RAID logiciel intégré à la carte mère, par le biais de la carte mère, donc vous allez pouvoir monter votre RAID, vous pouvez mettre une vraie carte contrôleur si vous le souhaitez, ça existe en option. Bon, là, nous, le truc, c'était vraiment une formule assez économique qui était visée. Bon, donc, on va pouvoir mettre des disques en façade pour stocker de la data. Eh bien, dites-vous que sur la carte ILO, vous avez également la possibilité d'ajouter un disque qui sera en M.2. Donc, typiquement, un disque NVMe du 2280. Vous voyez que, voilà, vous avez juste l'emplacement ici pour le fixer. Alors, je ne sais même pas si on peut pas mettre du 22, vous voyez, du 2210. Faudra que je me renseigne. Si c'est le cas, on vous l'incrustera, que vous allez pouvoir fixer ici. Donc, cette petite plaque-là, vous allez l'insérer au sein du serveur. On va le faire ensemble. De ce côté-là, on a la sortie Ethernet pour pouvoir brancher notre fameux câble réseau d'administration à distance. Et puis alors, dites-vous que tout à l'heure, je vous parlais d'un câble DB9. Eh bien, figurez-vous que je ne le savais pas, je vais être franc avec vous, je ne le savais pas. Ce câble DB9 est fourni avec la carte ILO, donc ce qui peut nous permettre de faire une sorte de port console, j'imagine, pour pouvoir prendre la main en local à travers ce port série. Il est quand même de plus en plus rare qu'on ait besoin de ce type de câble. Je ne dis pas que ça n'arrive pas dans des situations un petit peu de galère. On peut avoir besoin de se connecter en port console. Heureusement, on les croise pas souvent ces galères-là. Donc, souvent, la carte ILO permet déjà, on va dire, de faire tout ce qu'il faut avec. Donc, allez, sans plus tarder, on ouvre le bestiau, clac, on le penche comme ceci. Donc, ça va se passer là-bas au fond, vous voyez, juste là. Là, on va faire sauter le petit cache. Et puis, on va aller fixer, eh bien, juste ici, cette fameuse carte ILO. On fait sauter cette petite pièce en ferraille. On va aller insérer comme ceci, comme on peut. Le tout, c'est de bien la présenter. Voilà. Clac. Voilà, c'est bien inséré au fond. On va aller mettre la petite vis juste ici. Voilà, donc la vis est en place. Ce qui me fait penser que je vous ai pas dit quel type de disque, en termes de capacité en tout cas, on va pouvoir monter ici. Par défaut, c'est 480 gigas. Donc ce sont vraiment des petits disques, hein, mais 480 gigas, bien dessus, vous allez pouvoir installer un système d'exploitation. Donc ça évite d'utiliser le stockage que vous avez en façade. Et vous avez la possibilité d'avoir un disque SSD, donc un disque rapide, c'est du NVMe. C'est du Gen 4 de mémoire, et donc avoir un disque système ultra rapide. Voilà. Et puis, comme ça, vous avez les deux en un, donc la carte ILO, plus la possibilité d'acheter ce disque. Ce disque, actuellement, coûte relativement cher. Vous le savez, les prix en termes de composants mémoire, on va dire, bon là, on est sur une mémoire un peu morte, mais c'est pareil, ça a flambé un peu. Donc, actuellement, c'est un peu cher, vous voyez. Donc, peut-être se contenter des disques SATA. Quand l'usage le permet, ça peut être une bonne idée. Alors, il faut qu'on enlève cette petite, ce petit cache là, vous voyez que vous avez là, ici, là, en papier ou en plastique, je ne sais quoi, parce qu'il va falloir fixer une petite plaque en ferraille qui va venir quelque part solidifier la position de la carte et faire que si à un moment donné vous insériez un câble un peu violemment, eh ben ça ne fasse pas bouger la carte. Et pour cela, HP a prévu cette petite pièce. C'est un petit meuble Ikea, hein, ce que je suis en train de vous montrer là. Donc cette petite pièce qu'on va positionner comme ça et qu'on va visser et qui va venir tenir en quelque sorte la plaque ici en position. Voilà, donc on la positionne ici et puis on visse de ce côté-ci la petite vis que je vais retrouver normalement assez rapidement. La voilà. Voilà, donc la petite plaque est en place. De ce fait, ça tient bien celle-ci. Et maintenant, il ne reste plus que le petit connecteur DB9 à aller fixer. On va enlever ça. Hop, voilà, il est parti. Et puis, donc, eh bien, avec le petit kit
qu'on a ici. On va fixer le connecteur, j'espère qu'il y a un détrompeur, il y en a même deux. Donc, hop, 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 ça doit être dans ce sens-là. Et hop, en façade, ou plutôt à l'arrière. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fixé ce genre de petite entretoise, parce que fut un temps Carpe Diem, qui vient de fêter ses 30 ans, eh bien, était assembleur. Donc on en fixait ce genre d'entretoise, mais il y a très longtemps. Ça me rappelle ma jeunesse. Voilà, ben il me reste plus qu'à tout revisser, tout refermer, installer un système d'exploitation, et puis on va aller livrer le client d'ici quelques petits jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de petite intégration de pièces dans ce serveur vous aura intéressé. Si vous avez des besoins, voyez, de ce genre de serveur, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez nos coordonnées juste au-dessus. Si vous voulez qu'on étudie un besoin un petit peu plus gros en termes de serveur, il n'y a aucun problème, bien évidemment. On a tout type de serveurs. On a même des serveurs qui n'ont rien à voir avec la marque HP, mais on a tout type de serveurs chez HP qui peuvent répondre assurément à vos besoins. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Vous allez donc le voir tout monter sur la fin pour peut-être entendre si ce serveur donc fait du bruit ou pas. Alors ça sera ici ou peut-être sur la table d'un technicien, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas éventuellement de la partager, de vous abonner et puis mettez en commentaire ce que vous avez trouvé, ce que vous avez pensé de ce serveur. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.